Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 27 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, M. Clément. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Alors, on s'est dit, Mike, puisque tout commence à reprendre tranquillement au Québec, les gyms, là, on a l'espoir des compétitions et tout. On s'est dit, c'est l'heure d'amener le monde d'ici qui font des shows. Tu sais. Puis on s'est dit, nul autre que Mike pour commencer. Tu as tellement de bagages dans l'industrie que ça va nous faire tout un show, OK? Fait que donc, pour ceux qui ne le savent pas, Mike organise un show, le Mike Clément, qui est le naturel classique. Écoute, tu pourrais déjà juste commencer un petit peu avec ça. On va venir après ça à ton parcours, mais parle-nous de ton show un petit peu, là, la date de ton show et tout ça. Mon show, c'est le 11 septembre 2021. On était supposé de le faire le 1er mai, mais à cause de la COVID et tout ça, on a décidé de ne pas faire comme on a fait l'année passée, puis attendre un mois avant, parce que l'année passée, on ne savait pas ce qui se passait. C'était tout neuf. Fait que là, j'ai dit, on va remettre ça au 11 septembre, ça va donner le temps pour tout le monde se préparer, les gyms ouvrir, les salles de spectacle à ouvrir, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a cédulé ça pour le 11 septembre 2021. C'est bon, ça. Dis-moi donc, as-tu du nouveau par rapport à la situation actuelle? Tu sais, je pense qu'ils ont parlé un peu des salles de spectacle et tout. Là, tu dois suivre ça de près, là. Oui, les salles de spectacle, d'après ce que le gouvernement y ont dit, c'est 250 personnes d'une zone rouge en ce moment. Ah, là, ça veut-tu dire c'est 250 spectateurs, puis ton staff, puis tes athlètes, ou, tu sais, on ne sait pas exactement ça encore. Mais je pense que ça va être 250 spectateurs d'ici au mois de septembre. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Je sais que les gyms, ils sont supposés ouvrir le 26 la semaine prochaine à Montréal. Ouais. J'ai hâte. Je suis tanné de mais ça va être bon. Finalement, qu'on puisse avoir des compétitions. Je m'ennuie assez de ça. J'aime le monde du fitness. J'aime ça aller voir des compétitions. J'aime ça jaser avec le monde. Puis je m'ennuie beaucoup, beaucoup de ça. Ouais, on a tout vraiment hâte que ça revienne, là. Ouais. Fait que là, tu sais, ce qu'on fait tout le temps, comme on avait parlé un petit peu hors ligne, là, on aime toujours ça, avoir un petit peu le parcours de nos invités, savoir comment ils sont atterris dans le fitness. Fait que pour toi, tu sais, comment ça s'est passé, tout ça, là? Moi, ça s'est passé que j'ai commencé à m'entraîner à mon école secondaire. Puis dans ce temps-là, il y avait un professeur qui s'appelait Winston Roberts. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Winston Ça me dit Roberts. quoi? Ça a été un des premiers Monsieur Canada. Puis aussi, il est devenu le directeur des juges ou juge en chef du IFBB international, le plus tard dans sa carrière. Puis avec le CPA, il avait sa propre événement, ça s'appelait Winston Roberts Classic. Il est décédé, je pense, ça fait 2 ans peut-être qu'il est décédé. Fait que j'ai commencé à m'entraîner là. Après ça, pour me conter une petite histoire, comment j'ai rencontré les weeders. Ça, c'était intéressant pour moi, puis je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Dans les années 80, tu n'avais pas beaucoup de magasins de suppléments. Je pense qu'il n'y en avait même pas. Fait que j'ai décidé une journée, j'ai dit m'aller sur la rue Bates, sur le bureau chef de Weeder à Montréal. Fait que j'ai dit m'aller directement là acheter mes suppléments. Fait que comme un petit jeune tout perdu, je rentre dans le devant, j'arrive à la bâtisse, je rentre en avant, je suis tout perdu, je regardais partout. Il y a un monsieur, il me dit en anglais, jeune homme, tu sais, young man, où tu t'en vas? J'ai dit, ben, je vais acheter des suppléments, tout ça. Fait que, puis moi, je ne savais pas que c'était. Il glisse. T'es en train de le perdre. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était. Tout de suite, je ne savais pas ce que c'était. Pour ça, j'ai dit, il y a de l'air, tu sais, il me semble que j'ai déjà vu cette face-là. Puis ça a resté de même. Il m'a amené en arrière, il m'a montré où acheter les suppléments, je les ai achetés. Je suis retourné peut-être un mois après, je rentre à la même place, il me voit, il dit Young man, what's your name? C'est quoi ton nom? J'ai dit c'est Michel, parce que mon vrai nom c'est Michel, Clément, c'est pas Mike. Fait qu'il dit non, il dit c'est Mike ton nom. J'ai dit quoi, c'est Mike, tu sais. Après ce temps-là, le nom Mike, il a resté, tu sais. Puis là, même ma famille commençait à m'appeler Mike. Puis là, les autres fois que j'y étais, j'ai rencontré les deux frères. On s'assisait dans le bureau et on parlait ensemble.
Ah ouais. On nous a parlé 1 heure de temps avec les weeders, c'était quelque chose. Puis dans le temps, c'était faisable parce qu'aujourd'hui, ça ne se fera pas, là, parce que c'est pas. Mais les années 80, il n'y avait personne qui s'entraînait quasiment. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas des compétitions. Ouais. Tu vois, les compétitions d'aujourd'hui, le monde, la capacité de monde qu'il y a là, il n'y avait même pas tant de spectateurs que ça au Mr. Olympia dans le temps. Tu sais, il y avait quoi? 800 spectateurs peut-être dans le temps là, aux États-Unis. Fait que ça, c'est une des histoires quand je les ai rencontrés. Ça a été un des highlights de ma carrière là-dedans. C'est ça qui m'a lancé un peu à arriver à m'entraîner puis à continuer dans le domaine. Tu sais. Puis après ça, j'ai été promoteur. J'ai fait un show dans l'ouest de l'île de Montréal. On a pris des athlètes du gym, parce que les athlètes, eux autres, ils avaient peur de faire des compétitions contre d'autres mondes. Fait qu'ils voulaient compétitionner avec d'autres mondes, d'autres membres. Fait que j'ai fait ce show-là. On l'a annoncé. On avait à peu près 8 compétiteurs dans le show. Puis j'ai eu 500 spectateurs, à peu près 450, 500 spectateurs. Fait que, puis j'avais un guest poser, je ne me rappelle plus de son nom, c'était un gars de la FBB. Puis finalement, le WNSO a entendu parler que j'avais fait un show, tout ça. Entre-temps, j'avais été déjà certifié pour l'IFBB pour le juge par Winston Roberts. Et puis, quand ils ont vu le WNSO que j'avais fait un show qui avait eu beaucoup de succès, ils sont venus me chercher. Fait que j'ai fait la promotion de leur show. Ils m'ont demandé d'être juge. J'ai monté à être juge en chef. J'ai jugé des noms québécois, comme vous savez, Larry Vinette, Sylvia Tremblay, Alison Etier, Jean-Jacques Barrette, puis Henri Pierre. Je pense que vous connaissez Henri Pierre. Ouais. Même Dickens Lambert, je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, je connais. Ouais, j'ai jugé tout ce monde-là. Dans ma carrière avec le WNSO, c'est devenu très gros. Hein? Le WNSO, je ne sais pas si vous êtes au courant, avant, dans l'industrie du fitness, il y avait juste, dans la FBB, il y avait du bodybuilding puis du figure. Ouais. Il y avait juste ces 2 catégories-là, quasiment. Puis quand le WNSO est venu sur le marché, eux autres, ils ont inventé, ils ont parti le bikini. Ils ont parti, dans le temps, ils appelaient ça male model, mais c'était comme men's physique dans le temps. Ouais. Ils ont parti ça. Puis ils ont parti même des coupes. Puis c'était jamais, il n'y avait jamais ces catégories-là avant. C'est eux autres qui ont parti ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'IFBB, ils ont le bikini, puis ils ont le figure, puis, ils ont tout. Là, ils ont men's physique, ils ont wellness. Wellness, c'était pas le WNSO qui a inventé ça. Mais en tout cas, c'est à cause d'eux autres qu'on a ça aujourd'hui. Dans ma carrière avec eux autres, j'ai été juge en chef. J'ai jugé 10 championnats du monde comme juge en chef avec eux autres. Dans le temps, je ne sais pas si vous connaissez le Toronto Super Show à Toronto. Oui, le Convention Center. Là. Avant, c'était le WNSO qui avait cette place-là. Okay. M'a donné un exemple d'un show qu'on avait eu un championnat du monde là-bas. Larry Vinette, il a gagné son championnat du monde à 1h30 du matin parce qu'il y avait 700 athlètes dans la compétition. On avait comme 3 stages qui roulaient. C'était gros. Là, c'était comme si vous avez été au Super Show, c'était aussi gros que ça. OK. Oh, ouais. Puis finalement, WNSO, ça n'a pas continué. Ça a arrêté d'exister. Mais dans ma carrière avec eux autres, puis avec le UFI que m'a vous expliqué que j'ai transféré au UFI après, c'est à peu près 30 à 40 000 personnes que j'ai jugées dans ma carrière de juge. Quand même, hein? C'est du monde. C'est du monde. Puis là-dedans, j'ai rencontré Robert Kennedy, qui appartenait au magazine Muscle Mag, Oxygen, puis tout ça. Puis j'ai rencontré mon idole dans le bodybuilding, qui est Lee Labrada. Je ne sais pas si vous Oui, mais oui. Lui, peut-être une fois par année. J'ai son numéro de téléphone, on se parle, mais on ne se parle pas souvent. Rich Gaspari, j'ai connu lui. Puis dans les années, je te dirais, dans les années 90, au commencement, peut-être fin 80, il y avait eu un show à Montréal, puis il y avait eu Sergio Olivia, qui était poseur.
je l'ai conduit au centre Paul Robillard parce qu'on était volontaire pour les amener là. C'était le guest poser. J'ai jamais vu un gars avec des bras plus gros que ça. C'est fou, hein? Il flexait son biceps il était aussi gros que sa tête. Je te le dis, là, je l'ai vu en personne pour le voir. Là, tu sais. Fait que, après ça, je suis tombé avec le UFI. J'étais juge en chef encore. Je m'occupais de l'antidopage et tout ça. Même avec le WNSO, j'étais directeur de l'antidopage. J'ai fait aussi, j'étais certifié pour détecteur de mensonges. Puis même, il m'avait donné un cours pour langage corporel. Ah ouais. C'était intéressant, tu sais, à faire. Puis avec le UFI, ben, j'ai voyagé pas mal en Angleterre, partout aux États-Unis, partout dans le monde. Après, j'ai décidé de quitter eux autres. Puis l'APQ m'ont approché. Puis c'est là qu'ils m'ont demandé de faire un show avec eux autres naturel. Puis ils m'ont demandé de mettre mon nom dessus. C'est pour ça que la première année avec l'APQ, c'était le classique naturel de Mike Clément. Puis après ça, quand le IFBB séparé en deux, vous êtes au courant de ça que ça séparé en deux? Oui. La IFBB International puis IFBB Pro League. J'ai décidé que je voulais aller avec le Pro League. Fait que j'ai laissé l'APQ. Puis j'étais avec Ron Haché avec le CPA. Puis on a eu la première édition en 2019 avec le CPA. Ça a très bien été. C'était drôle parce qu'il y avait quelqu'un qui a compétitionné dans ce show-là, que moi, je ne connaissais pas, mais c'est quelqu'un du Québec qui est très, très, très connu. Puis moi, je ne savais pas ce que c'était. C'était Marie-Pierre, hein? Oui, Marie-Pierre Morin. C'était pantoute. Tout le monde me disait c'est une grosse star du Québec, mais fait qu'elle a compétitionné dans le show. Ça a fait les nouvelles et tout ça. Puis là, on est rendu que 2020, on n'a pas eu le show. Puis 2021, on va continuer. Puis j'aime beaucoup ça, faire la promotion de show. Je réalise, moi, en étant promoteur, qu'il faut que je traite l'athlète bien, bien, bien. Sinon, je sais que si je n'ai pas d'athlète, je n'ai pas de show. Oui, c'est ça. Fait que moi, mon affaire numéro 1, c'est l'athlète. Je suis tout le temps là pour l'athlète. Je réponds vite à leurs questions. J'aime beaucoup parler avec eux autres. Je suis tout le temps disponible pour discuter. Puis là, on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui. On fait un show en 2021. Oui. Puis ça paraît que tu es passionné de ce que tu fais. Tu le fais pour les bonnes raisons. Là, personnellement, moi, je n'ai jamais participé à ton show, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut voir de l'extérieur quand même aussi. Là. Moi, il y a quelque chose que je veux vraiment savoir davantage. OK? C'est le processus un peu comment que tu deviens juge. C'est quelque chose qu'on n'entend comme pas vraiment parler. On sait qu'il y a des juges à compétition, puis là, tu te dis comment que ces hommes-là, ces femmes-là se sont rendus à devenir juges. Puis là, il y a certains niveaux à ça. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ça. Là. Oui, et différentes organisations ont différents systèmes. Comme le WNSO, c'était si tu voulais devenir juge, il fallait que tu testes juge. Il fallait que tu juges un événement comme test juge, tu avais les feuilles, pareil comme les juges. Puis le juge en chef regardait tes feuilles. Après, si ça marchait avec les autres personnes qui étaient sur le panel, bien là, tu faisais plusieurs shows, puis après ça, tu montais à un niveau, à un autre niveau, jusqu'à ce que tu deviennes juge officiel. Puis après ça, pour être juge en chef, ça, c'est encore plus compliqué, c'est plus long. Mais pour être juge ordinaire, la plupart des organisations sont de même le CPA, je crois qu'ils font des tests judge, comme des tests de juge. Là, la personne se montre intéressée à être juge, puis après ça, ils font des tests juge comme ça. Fait que pour quelqu'un, exemple, qui dit moi, j'adore le sport, je ne veux pas nécessairement compétitionner, mais j'aspirerais à être juge un jour, comment il s'y prend? Il entre en contact, si tu veux, avec la CPA puis il démontre son intérêt ou? Oui, mais moi, premièrement, ce que je ferais, c'est que je ferais sûr que j'ai compétitionné ou que j'ai le background là-dedans. Là, tu ne peux pas arriver à une personne qui, comment je dirais ça, qui juge un débutant qui juge une game de soccer, puis après ça, il dit maman, puis je suis culturiste. Il faut qu'il y ait une expérience, une certaine expérience avec. Là,
Mais je peux dire que tous les juges qu'on a dans le CPA, puis tous les juges que j'ai jugés avec, ça a été des. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas un bon juge, là, tu sais. Ouais. Mais il te faut un œil, il faut que tu sois vite. Parce que tu n'as pas grand temps quand les athlètes embarquent sur le stage. Ou si tu en as 8 d'un line-up ou 10 d'un line-up, ou 15, des fois il y en a 15 d'un line-up, il faut que tu sois vite parce que tu n'as pas grand temps pour les regarder. Hein. C'est vrai. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques, parce que sûrement qu'il y a des. Tu sais, pour notre auditoire, là, je te dirais, Mike, en général, tu sais, c'est des gens, autant qu'il y en a qui vont être avancés, là, si tu veux, dans le fitness, qu'il y en a qui commencent, OK? Fait que quand tu nous parles de la différence d'un juge en chef versus un juge un peu plus standard, peu importe le terme, là, c'est quoi la différence entre ces deux-là? Entre le juge en chef et un juge ordinaire, tu veux dire? Ouais. Le juge en chef, d'habitude, il fait tous les call-outs. Il va dire quarter turn, call de tour vers la droite, call de tour vers la droite, puis double bicep d'avant, puis les affaires de même. Puis aussi, c'est lui qui va faire la décision finale si, comme une égalité ou quelque chose, c'est le juge en chef qui va faire la décision finale. C'est lui qui va trancher, mettons, là. Moi, c'est ça. OK. Puis c'est-tu lui aussi, pour les gens, mettons, qui ont vu un show, exemple, là, tu vas avoir ton line-up qui s'en vient en ordre numérique. Là, après ça, c'est lui qui va caller le premier call-out. Est-ce qu'il décide de lui-même ou c'est vraiment quelque chose qui est décidé de par l'ensemble des juges? C'est décidé par l'ensemble des juges, puis des fois, c'est décidé par lui-même aussi. OK. Parce que c'est ça, tu sais, comme tu dis, c'est quelque chose qui va vite, là. Tu sais, souvent, tu vas voir l'ordre numérique, OK, un tel. Fait que là, ça se passe vite, ce travail-là, entre les juges de communication pour tout de suite dire, OK, bon, là, on a le premier call-out, puis de faire le travail avec ça, là. C'est ça. Puis, tant qu'à être là-dedans, j'aimerais ça que tu nous expliques aussi comment ça fonctionne pour le pointage, tu sais, les critères de jugement, parce que souvent, c'est quelque chose qui peut sembler un peu abstrait pour les athlètes débutants. Ils se disent, OK, c'est quoi qui jugent vraiment, de quelle façon ils le font sur leur papier, là, puis tout ça. C'est une grosse question, ça. Je suis bloqué là, un peu, là, mais. Mais c'est sûr que tu as plusieurs catégories. Fait que j'imagine que d'une à l'autre, c'est sûr que les critères sont différents. Mais disons qu'on s'en tiendrait au bodybuilding, là. OK. Fait que tu as la symétrie, symmetry, density, muscle composition, la manière que la personne pose, tout, même la tan, tout. Mais ça, c'est pas nécessairement dans l'AFBB, là. Je te parle en général là, des autres organisations avec. Tout est compté là-dedans. Tout est compté. Puis, poser, cacher. Il y a des athlètes qui cachent leurs défauts, qui les cachent bien, là, des compétiteurs, des bodybuilders qui peuvent cacher des défauts. Des fois, ils essayent de jouer avec les juges, puis ils essayent de les diriger d'un autre. Mettons qu'un gars n'a pas des bons mollets, il va essayer de diriger les yeux des juges à une autre partie de son corps pour pas qu'il le remarque ses points faibles, mais on le remarque, on le voit. On le voit. On ne sauve pas les petits mollets. Non, c'est ça. Puis, mettons, un fille de bikini, il faut que de bikini ou une figure, il faut qu'ils se rappellent que quand ils sont sur le stage, nous autres, on est ici, puis eux autres sont là. Ouais. Fait que quand ils font une pose de dos, on voit exactement, on peut voir si le bas des fessiers est assez défini, on peut voir tout. On voit une différente angle que si tu es sur le stage, tu regardes le compétiteur à côté de toi, tu vas pas voir ce que nous, les juges, on voit. Ouais. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui posent justement sans se dire ça en tête que le juge, en fait, il voit vraiment d'un angle plus bas qu'il n'est pas vis-à-vis non plus. C'est ça. Tu sais, fait que, autrement dit, si une fille n'a pas travaillé le bas de on va dire ses fesses, là, ben, on peut le voir, nous autres. Là, fait que, il y en a qui ne pensent pas à ça quand ils se préparent pour des shows. Il y a des coachs qui sont très bons, là, puis tout, là, mais qui préparent comme il faut, mais il y en a qui, quand ils commencent, ça, c'est une affaire qu'on remarque tout de suite. Là, Puis, une autre affaire des compétiteurs, c'est qu'ils paraissent bien du devant, mais aussitôt qu'ils se retournent, c'est pas. Vous l'avez remarqué, vous autres, avec, je présume. Oui, mais c'est sûr, ça demeure pour la majorité des gens, je pense, la partie la plus difficile à développer, là. C'est ça. Ça, c'est sûr, là.
Fait que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, avec la perception, ça a toujours été voulu, tu penses, d'être comme ça, que ce soit plus bas? Parce que- Mais ça dépend des salles. Tu sais, comme tu Ouais. prends la salle d'Oscar Peterson, où ce que l'IDFA font leur show. Moi, je faisais des shows du UFI là, tu es égal. Les juges sont égaux à personne. Mais la plupart des shows, c'est pas fait exprès, ça dépend du théâtre, mais la plupart des théâtres, c'est tout le temps en descendant comme ça. Fait que le stage est là, fait que les juges sont ici, fait qu'ils regardent à peu près comme ça, on va dire. T'sais. Fait que c'est une affaire à se rappeler quand que le monde sont sur le stage, là, de faire sûr qu'ils ont travaillé leur face. Ben Pas les oui. ferments, mais les femmes. Il ne faut pas les oublier. Moi, je trouve un bodybuilder qui n'a pas de fesses, ça ne marche pas non plus. Là. Alors, Non. c'est comique ce qu'on parle, mais t'envoies des bodybuilders qui ont des striations dans les fesses, là, ça n'a pas de bon sens, là, mais c'est cool. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on transitionne, là, puisqu'on est avec nous, sur ce que ça prend pour organiser une compétition. Fait que là on parlerait plus de cela avec la CPA que tu as en ce moment. Là, parce que je Oui. pense que les gens peut-être ne réalisent pas tout ce que ça prend, en fait, pour organiser ça. Fait que si tu pourrais, tu sais, du début jusqu'au jour de la compétition, là, c'est quoi la charge de travail que ça te demande, là? La charge de travail, c'est que, aussitôt que mettons que le show de 2019 il était fini, 2 jours après, je recommençais à travailler sur le show de 2020. Il faut que tu te prennes bien d'avance. Il faut que tu réserves ton théâtre. Ça faut que tu trouves une date qui rentre dans les dates du CPA. Ouais. Tu ne peux pas avoir comme 2 shows naturels une semaine après l'autre. Il faut que tu aies, comme tu peux avoir un show naturel puis un show open 2 semaines après ou quelque chose comme ça. Il faut que ça rentre là-dedans, date. Fait que tu prends une coupe de dates d'avance, tu parles au CPA, tu leur dis, écoute, j'ai cette date-là de planifier, est-ce que ça marche avec vous autres avec votre cédule? Parce que le CPA ont 64 shows cette année au Canada, fait que c'est beaucoup. Ouais. Fait qu'il faut que ça marche, tu sais, comme tu as le Mimi Capes, là, son show, là, c'est cet été, mais d'habitude, c'était au mois de mai. Moi, je suis au mois d'avril, mais avec la COVID, il a fallu tout qu'on change. Mais tu commences avec ça, tu commences avec la disponibilité de ton théâtre, la disponibilité de l'hôtel où tu fais ton meeting d'athlètes, puis aussi pour avoir assez de chambres pour ceux qui viennent dehors de la ville pour rester à l'hôtel. Ça, c'est une chose. Tu commences à ramasser tes commanditaires, il faut que tu parles à tes commanditaires. Ça, c'est la partie la plus dure. OK. Un coup, tu as tes commanditaires et tout. Là, il faut que tu commandes une bannière comme ça. Il faut que tu commandes ta bannière de stage qui n'est pas celle-là, c'est celle que j'ai à 25 pieds par 20 pieds de haut. Tu as ça. Tes trophées, ton staff pour travailler backstage, tout ça. Puis ça coûte des sous. En plus, mettre ça en place. Le monde, peut-être qui pense qu'on fait beaucoup d'argent avec ça. Je peux vous dire qu'on le fait par passion. Ouais. Parce que oui, tu fais un petit peu d'argent, mais tu ne fais pas des millions avec ça. Puis c'est ça que ça prend grosso modo, c'est l'organisation, parler aux athlètes, faire ton social media, t'occuper de ton Facebook, répondre au monde le plus vite possible parce que ça, je trouve que aussitôt que tu vas sur Facebook, si quelqu'un t'envoie un message, un messenger, tu ne réponds pas tout de suite, il dit « Hey, pourquoi tu ne m'as pas répondu? » Comme vous autres, je pense que vous avez répondu 24 heures, 48 heures après quand vous m'avez contacté. Ça, c'est parce que j'avais bien des imprévus, là, mais d'habitude, je suis pas mal vite à répondre à tout le monde. Tu sais. Mais c'est ça que ça prend. Puis aussi, il faut que tu aies un frais de sanction avec le CPA à payer. Tu as le frais des juges à payer, tu as de manger pour les juges, puis le staff qui travaille, puis les trophées, puis les médailles, puis tout ça. Fait que ça te prend vraiment 1 an à faire tout. Mais quand tu es habitué, quand je suis habitué comme moi, là, ça fait des années que je le fais, c'est facile, comme on va dire. Mais ça devient répétitif. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien que j'aime plus qu'être avec les athlètes. Même je vais à d'autres shows du CPA parce que j'aime ça être là. J'aime ça parler au monde. Parce que pour moi, c'est un gros manque en ce moment à cause de la COVID, pour voir le monde du fitness. Ça, c'est très dur. Non, ça, c'est sûr. Puis on est content. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Là. Je pense que tout le monde commence à repogner l'espoir, surtout avec l'ouverture des gyms, tu sais. Ça, c'est sûr.
T'as-tu une petite question? Là? J'ai comme pogné Ben, moi, dans le mon fond, je blanc. voudrais revenir là, dans le passé là, parce qu'on parlait beaucoup de la WNSO, je ne me Ouais. trompe pas. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir quand que ça partit versus la FBB, parce que maintenant, la FBB est Ouais. extrêmement populaire. Puis le NSO avait l'air d'être très, très populaire dans le temps, là, pour avoir jusqu'à 700 athlètes aussi, là. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps, c'est que quand le WNSO il est mis sur le marché du fitness, le monde, il ne prenait pas ça au sérieux. Il pensait que c'était pas pour être gros, c'était pas pour grossir. Puis la place à être, c'était la FBB, puis il n'y avait pas d'autre place. Puis avec les différentes catégories qui ont sorti avec le WNSO, ça a grossi très, très vite. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire peut-être trop vite. Puis il y avait des shows partout au Canada, partout aux États-Unis, puis même c'est mieux qu'il y en avait dans le monde. Il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que Musclemania, WNSO faisait les shows de Musclemania pour Fitness America, qui est Fitness Canada. Il y avait les droits au Canada. Puis moi, je m'occupais de Fame East qui était à Montréal, puis il y avait Fame West qui était à Calgary, puis Musclemania West, puis tout ça. Puis il y avait le championnat canadien de Musclemania à Montréal. Puis ça, comme je dis, ça a grossi assez vite que même, je pense, dans le temps, ça a fait du dommage au IFBB. Une affaire qui est arrivée, je vais vous conter une petite histoire, c'est que dans le temps, ça ne se faisait pas avoir un guest poser d'une autre organisation aller poser dans l'AFBB. Puis Larry, il était championnat du monde WNSO, comme je pense que vous l'avez mentionné. Ouais. Puis il était sur le poster de l'APQ dans le temps, comme poseur invité, puis ça marquait poseur, champion du monde WNSO. Puis Larry était sur le poster. Non, ouais. Hein? Fait que c'est venu très, 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 très gros. J'en revenais pas comment gros ça a grossi. Ça a été très vite. Puis qu'avec les nouvelles catégories, ils ont quasiment dominé. Puis après ça, je ne sais pas ce qui est arrivé au juste, mais ça a tombé. Puis la FBB est reparti, puis ils ont parti avec le bikini, puis les autres catégories que la WSO avait faites. Puis, regarde-le, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre. Même le monde dans le temps, même avec le WNSO, il disait c'était pas un vrai pro. Un vrai pro, c'était dans le IFBB. Puis aujourd'hui, je le vois, mais comment je dirais ça? Un pro, dans ce temps-là, il travaillait fort. Là. Le monde travaillait fort pour devenir pro, pareil comme dans la IFBB. Puis, je trouve que le pro, dans ce temps-là, il était aussi bon que le pro dans la IFBB. Ben maintenant, il y a comme trop pro dans la FBB maintenant à cause de ça, on dirait. Là. Mais c'est une autre affaire, je pense que même Larry l'a mentionné. Dans le temps, dans les années 80, il n'y avait pas gros de pros nulle part. Il n'y avait pas. Puis même WNSO, il y avait beaucoup de pros qui se développaient. Là, je pense que c'est là que ça a commencé. Qu'il y en a, même aujourd'hui, peut-être qu'il y en a. Je ne dirais pas qu'il y en a trop, mais il y en a beaucoup. Effectivement, il y en a beaucoup de pros. Ouais. Mais c'est pas facile d'avoir ta carte de pro pareil. Là. Non. Au Canada, moi, je dirais que on a plus d'occasions qu'avant, mais ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Là. Aux États-Unis, mettons au national, là, je pense que c'est quoi? C'est top 2 de chaque catégorie en bodybuilding qui a une carte pro. Il y a des shows que c'est ça. Nord-américain, je pense que c'est gagnant de chaque classe que sa carte pro. Ici, au Canada, c'est juste les overalls. Moi, c'est ça. Moi, j'aime mieux ça de même. J'aime mieux les overalls qui gagnent. J'aime bien ça, comment on appelle ça, le pose down, puis tout ça, des overalls, la compétition des overalls que tu vois sur le stage. Là. Ouais. Tu vois que les gars veulent l'avoir, tu sais. Moi, quand j'étais juge de WNSO, dans le temps, je m'en rappelle quand je faisais les call-outs, puis le bodybuilder faisait le front double bicep. Mais là, moi, je les faisais tenir le plus longtemps possible parce que je voulais les voir commencer à shaker parce que je voulais que tu veux l'avoir, tu vas le mériter. Ouais. C'est ça. Je les faisais travailler fort. Ça, c'est sûr et certain qu'ils travaillaient fort. Ils en shakaient. C'est ça qu'il faut. C'est ça que tu veux aussi en tant qu'athlète. Si tu as fait tes devoirs, tu veux avoir ton temps sur scène. Je pense que c'est plate quand là, c'est sûr que tu n'as pas le contrôle là-dessus, mais exemple, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs, puis là, dans ta catégorie, puis là, tu arrives, puis tu passes
2 minutes sur le stage, tu sors, c'est fini. Tu sais, ça, c'est moins le fun. Fait que moi, j'aime autant mieux avoir un gros line-up, travailler fort longtemps, être là quasiment 10 minutes. Oui, c'est dur, mais après ça, tu dis, hey, là, je me suis amusé. Là, tu sais, c'était tough, mais c'était le fun. Là, tu sais. Ben, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que tu parlais de ce que c'est faire la promotion d'un show. Une chose qui arrive des fois, c'est que j'ai beaucoup de téléphones puis qui me demandent ou des courriels. Hey, Mike, combien il y a de personnes dans ma classe? Combien il y en a à date dans ma classe? Tu sais, Yeah, puis, boy. tu sais, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Tu arrives, là, des dernières années, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde s'inscrive tout à la dernière minute, plus qu'avant. Ouais. Puis comme promoteur, c'est dur parce que tu peux arriver, tu peux partir avec 2 compétiteurs 6 months, tu sais, 6 mois out ou 5 mois out, puis tu arrives à 2 mois avant le show, puis tu as 14 compétiteurs, on va dire, puis après ça, la semaine du show, avant le show, tu en as 70, 80, 90, tu sais. Fait que, mais avant, c'était le contraire, ils s'inscrivaient tout de bonheur. Puis, je ne sais pas pourquoi c'est ça aujourd'hui, là, mais effectivement, il y a une catégorie qui n'a pas beaucoup de personnes qui compétitionnent dedans, c'est Women's Physique, là, les femmes physiques. Il n'y en a pas gros dans cette catégorie-là. Je sais que mon show de 2020, je pense qu'il y en avait 3 qui étaient inscrites. J'étais tout content parce que d'habitude, des fois, tu en as qu'une. Tu sais. Mais c'est ça qui est dur pour moi, c'est de voir un compétiteur tout seul dans une classe. Je sais que la personne veut compétitionner contre d'autres compétiteurs. Mais maintenant, ils ont comme tellement de classes parce qu'il y a junior, il y a novice, il y a true novice aussi maintenant. C'est ça. Tu as le choix, tu sais, comme dans mon événement, j'ai le choix d'avoir true novice ou novice. Fait que true novice, c'est quelqu'un qui n'a jamais compétitionné dans une autre compétition avant. Puis novice, c'est quelqu'un qui n'a pas placé dans le top 3 d'une autre compétition. Fait que, puis il y en a qui veulent s'inscrire dans le True Novice. Puis quand c'est dur d'offrir les deux des fois parce que moi, je trouve que ça se rapproche pas mal. Là, si tu n'as jamais compétitionné ou ben, ça fait une différence. Si tu as déjà compétitionné, tu as déjà été sur le stage. Ben oui. Vous savez comment c'est, les gars, c'est pas facile de monter sur le stage. Fait que... Mais ça, c'est une autre chose que je dis au monde. J'ai dit, si vous voulez vous sentir confortable à un événement et vous pensez de compétitionner une bonne fois, bien, devenez volontaire backstage. Parce que ce qui arrive, c'est que là, tu es avec le monde que tu vas compétitionner avec, puis tu as un feeling de ce que c'est être backstage avec les autres athlètes. Puis quand tu arrives à compétitionner, tu vas dire l'année d'après, tu vas dire waouh, hey, j'étais avec le même monde, tu sais, peut-être le même monde que j'ai vu l'année passée, tu sais, tout. Fait qu'ils se sentent plus à l'aise. Oui, ça, c'est sûr. Les gens, moi, des fois, par le passé, moi, je coachais un petit peu plus. Maintenant, je me suis comme un petit peu plus retiré vers le posing. Là. C'est comme ma niche, mais tout ça pour en venir qu'il y a des gens qui vont me dire ah, je veux participer à une compétition. Puis là, tu vas leur dire as-tu déjà été en voir une, en vrai, tu sais? Ah non. Commence par faire ça, tu sais. Puis, puis même pour quelqu'un qui n'a même pas nécessairement l'intention, tu sais, souvent, exemple, tu vas avoir quelqu'un qui vient assister à la compétition, puis après ça, il a comme envie d'en faire une. Tu sais. Je trouve que c'est une expérience, si tu n'as jamais été, ça vaut la peine. Là. C'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais tu viens de mentionner que tu es coach de posing. Oui. Puis on va reculer un peu peut-être sur le juger des championnats comme j'ai fait. Il y a une affaire qui me désappointait beaucoup quand je voyais un compétiteur sur le stage qui avait un physique extraordinaire, mais qui ne savait pas comment le montrer. Ouais. Ça, là, j'allais voir après, j'ai dit, écoute, t'as-tu un posing coach? Oh non, j'ai appris, j'ai regardé, j'ai appris ça tout seul, j'ai un de mes chums qui m'aide, des affaires de même, mais ça, c'est une des affaires que je trouve très dur pour un juge de voir un athlète il pourrait gagner, mais il pose assez mal, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'est une affaire que je suggère à tout le monde qui vont voir cette vidéo-là de se prendre un bon posing coach. Ouais. Puis pratiquer, parce que tu t'entraînes pendant longtemps, tu dépenses bien de l'argent pour te préparer. Puis il y en a qui ne concentrent pas beaucoup sur le posing, mais le posing est très important. Ouais. Très important. Fait que mettez bien de l'emphase là-dessus pour le posing. Pratiquer. Les filles bikini, toutes. Là. Mais je pense que c'est quelque chose qui...
si tu veux, où les gens y portent plus attention, surtout, du moins pour les hommes, je vais parler, là, puis pour les femmes, je suis moins ça un peu, mais depuis l'arrivée de la catégorie classique, tu vois qu'il y a un intérêt qui s'est développé un petit peu plus pour le posing. Puis là, les gens se rendent compte que, ouf, OK, ces gars-là sont hot, il faudrait que je pratique pour être aussi hot que ça. Parce que je pense que si tu recules, d'exemple, un 5-10 ans, ben, tu avais juste les bodybuilders, puis même, tu regardes les tops, là, les gars, je veux dire, ils étaient capables de faire leur pause mandatoire, mais c'était rien d'excitant comparé à un Lee Labrada, comme tu nous parlais tantôt, tu sais. Ça ne se comparait pas, mais pas du tout. Fait que je pense que les gens, ils ne voyaient pas nécessairement pas le besoin, mais ne pouvaient pas comprendre, tu sais, les bénéfices de le pratiquer autant, mais là ça s'en vient, tu sais. Ouais, puis le classique bodybuilding, c'est extraordinaire. Je suis content. On dirait qu'on retourne dans les années 80. Tu sais. Ouais. J'aime bien ça, j'aime le look, tout ça. Tu sais, je trouve qu'il y a bien du monde qui se lance là avec un bon beat taper. Puis, tu sais, tu regardes, c'est quoi? Ça ressemble comme à des Frank Zane, là, tu sais, puis dans le temps. Puis, Ouais. je trouve ça bon. Là, j'aimerais ça peut-être approcher quelque chose avec toi parce que tu vois, justement, classique, ça s'en vient une catégorie qui est super populaire, mais c'est pas fait pour tout le monde, tu sais. Puis maintenant, exemple, on va avoir un gars qui dit OK, moi, je vais faire une compétition, bon, mais il va avoir le choix de faire men's physique, classique ou bodybuilding. Tu sais, dans le côté amateur, c'est ça qu'il va pouvoir faire. C'est important d'être capable de s'analyser, puis c'est sûr qu'avoir l'aide de ton coach, forcément, c'est très important, là, si tu en as un, pour te diriger vers la bonne catégorie. Tu sais. Parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous devez voir souvent, un gars, tu sais, on le voyait en men's physique quand ça a commencé. Tu disais, hey, toi, tu n'as pas rapport là, tu es en bodybuilding, tu es bien trop C'est ça. gros. Fait que, tu sais, Mais, tu peux nous parler un peu de ça. Là. ben, tu sais, je l'ai vu souvent, que j'ai vu du monde dans des catégories qui ne devraient pas être là, tu sais. Puis tu vois après le show, ils viennent te voir, ils te demandent pourquoi ils n'ont pas placé ou ça, puis tu leur dis, écoute, tu es un bodybuilder, tu n'es pas un men's physique, tu sais. Mm-hmm. Puis il y a un certain look pour le men's physique, puis il y a un certain look pour le bodybuilding, puis même le classic bodybuilding, c'est un peu différent avec. Fait que il faut qu'ils choisissent. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui font des shows, ils ne prennent pas de coach. Mais il faut que tu aies un coach, il faut que tu aies un coach qui est un bon coach qui peut te guider, qui peut te regarder ton physique, puis te diriger dans la bonne direction, dans la bonne catégorie. Tu sais, avec WNSO dans le temps, qui est une affaire qui était une vraie gaffe, d'après moi, c'est que tu pouvais, si tu étais culturiste, tu pouvais faire du men's physique, puis tu pouvais faire ci, puis tu pouvais faire ça. Moi, j'ai tout le temps dit, rentre dans une catégorie qui te fit, puis travaille au bout pour perfectionner ton physique pour cette catégorie-là. Faisant pas 4-5, faisant pas 2-3, fais une. C'est tout. Ouais. Tu sais, moi, il y a quelque chose, je veux quasiment en profiter pour le dire, parce que je le vois souvent, parce que, tu sais, comme je t'ai mentionné, Mike, que je fais du posing pour ben des gars, fait que des fois, j'ai un gars qui va venir et me dit, ah, moi, je veux faire classique. Puis ce qui va arriver avec des amateurs, c'est que des fois, ils n'ont peut-être pas la masse musculaire selon eux pour faire Okay. bodybuilding, mais qui n'auront vraiment pas une structure pour faire classique, tu sais. Fait que je pense qu'il faudrait que quasiment les gars, ils comprennent que tu n'es pas obligé d'être le plus gros, tu n'es pas obligé de peser de 2,40 là, pour faire bodybuilding. Comme tu dis, c'est des structures différentes. C'est important. Fait que j'aimerais ça que tu peux me le dire dans tes mots en tant que juge et promoteur. Là. Ben, écoute, il y a différentes catégories, puis il y a différentes, tu sais, comme dans le bodybuilding, tu peux avoir light heavyweight, tu peux heavyweight, light heavyweight, moyen, lightweight, puis c'était quoi l'autre catégorie qui était en bas de ça, là, j'essaie de me rappeler. Le middleweight? Welterweight, avant, il y avait... Welterweight, ouais. Fait que, faut que tu choisisses tu as différentes catégories, différents niveaux pour aller dedans, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est la même chose. Il y a rien que men's physique. Men's physique, tu as le choix junior ou tu as par grandeur et tout ça. Ouais. Puis il faudrait que tu choisisses ta catégorie par ta grandeur, ton physique. Et en tout cas, moi, je vous dis qu'un bodybuilder, ça devrait rester un bodybuilder et pas aller dans le men's physique. Ça, c'est sûr, certain. Il y en a qui font, tu sais, comme à mon show, il y en a qui
sont capables de faire, choisir en classique physique puis men's bodybuilding parce que ils ne sont pas rendus au niveau de canadien ou quelque chose ou provincial. Puis moi, je dirais que de bien choisir sa catégorie. Mais c'est sûr que forcément, comme là, on en parle, c'est pas comme s'il y avait quelque chose de mal à faire les deux parce qu'on le voit souvent. Oui. C'est juste que dans l'optique où on disait que tu as un bon coach, tu devrais être en mesure de te dire OK, écoute, toi, tu as une clavicule large, tu as une super petite taille, ton physique est plus élégant, plus esthétique. On va dire OK, toi, dans le classique physique, c'est ta place. Versus si je vais avoir un gars qui est un peu plus une structure comme endomorphe, mettons, sa taille est plus large, mais il y a beaucoup de masse là, tout de suite. Même s'il n'est pas excessivement massif là, tu te dis, OK, mais peut-être que tu pourrais. Parce que souvent, là, avec classique, ils se disent, je fais le poids. Fait que, exemple, je fais 5 et 8, puis là, je peux peser 182. Ils disent, je fais le poids, mais tu n'as pas le look pour faire classique physique. Moi, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Fait que ça, c'est ça. Je pense que. Je pense qu'il y a des poses aussi. Tu sais, il y a le bodybuilder, tu as le lat spread, back lat spread, most muscular qui n'est pas dans le classique physique. Puis tu as un bodybuilder qui, des fois, ils ont juste de la misère et tu as un classique pose. Fait que déjà là, ça peut en dire long aussi. Tu sais, Phil Heath, je ne le verrais pas faire la pose à C-bomb non plus. Puis il y en a bien qui ne sont pas capables de faire le most muscular pose. Puis moi, une pose qui m'a tout le temps impressionné, c'est dans bodybuilder, puis même il y en a des classiques physiques qui font ça, c'est le vacuum. J'adore quand ça, c'est une des poses extraordinaires. Mais il n'y a pas grand monde qui sont capables de le faire. Je pense. C'est de le faire, puis c'est d'avoir aussi si tu veux, la cage thoracique pour. Je pense que c'est pas aussi beau sur tout le monde. Fait que, comme tu nous parlais plutôt de Frank Zane, tu fais un Frank Zane qui nous fait un vacuum, c'est pas la même chose qu'un gars, en tout cas, je pourrais pas en nommer Rich Gaspari. Rich Gaspari. Fait que c'est pas les mêmes looks, là, tu sais. C'est ça. Puis, en tout cas, aussi, tu as des shows open puis tu as des shows testés. Fait que, je n'ai pas parlé de ça, là, mais comme mon événement, le monde, il demande, il dit qui se fait tester, qui ne se fait pas tester, comment ça fonctionne. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on teste les premières places de chaque catégorie. Puis aussi, on fait au hasard. Okay. Que des fois, il n'est pas nécessairement au hasard. Je ne sais pas si tu comprends. Puis, mais fait on les amène, on les fait faire le test, puis on reçoit la seule affaire, c'est qu'avec les tests d'antidopage, c'est que tu n'as pas de résultat tout de suite. Tu l'as une semaine ou deux, avant que les tests vont au laboratoire et reviennent. Mais ça coûte très cher faire les tests aussi. C'est pour ça que dans l'Open, tu n'as pas le test. Tu ne payes pas Chaque compétiteur qui compétitionne dans un show naturel, il faut qu'il paye 50 $ de plus chaque pour le test d'antidopage. Puis, c'est pas tout le monde qui se fait tester, mais tout l'argent de ce 50 $ de chaque athlète va pour payer les tests qu'on fait. C'est de même que ça fonctionne. Puis, moi, je suis curieux un petit peu avec ça. C'est-tu une organisation qui fait des tests? Comment vous fonctionnez un petit peu avec ça? Un laboratoire, c'est Dynacare qui fait ça. Il y a d'autres compagnies qui le font. Quand j'étais avec WNSO, on envoyait des tests par FedEx aux États-Unis, puis c'était un laboratoire qui le faisait. Puis là, c'est Dynacare au Canada qui fait des tests du CPA. Fait qu'il y a une infirmière qui vient au show. Nous autres, on prend un compétiteur sur le stage. On a comment on appelle ça? Une personne qui l'amène, un escorte qui va l'amener à personne qui fait le test. Puis il touche à rien, il n'y a personne qui parle. Bon, il ne laisse pas parler à personne. Puis après ça, il s'en va faire son test. Puis il part. Puis là, on a les résultats 2 semaines après, à peu près. Puis c'est quoi les sanctions? Fait que, mettons qu'il y aurait un gars qui participe, là, qui lui a pris les produits dopants, il gagne. Là. C'est sûr que, tu sais, comme tu dis, ça prend du temps. Fait que là, OK, j'ai gagné tout. Puis là, son test, ça vient à être positif. C'est quoi qui se passe de là, dans le fond? Bien, le CPA, je ne suis pas sûr à 100%, puis je devrais avoir cette information-là, mais je ne l'ai pas. Je pense que 2 ans, ou ça a dit 2 ans, là, mais moi, je dis c'est 5 ans, ça peut être 2 ans.
faudrait que je m'informe pour revenir avec ça. Mais je sais que différentes organisations, ça peut être à vie. Il y en a que ça peut être, tu ne pourras plus revenir compétitionner. Il y en a que c'est 5 ans, il y en a que c'est 2 ans. Je pense que c'est là, c'est 5 ans. Je ne suis pas 100% sûr. Être en train de checker. OK. Fait que dans le fond, c'est sûr que là, tu es suspendu. Puis c'est quoi, tu perds tu perds ta première place. Puis de là, si les gens ils ont comme un bump là, de position, le deuxième dernier pas. Un bump, tu perds tout, dans le fond. Tu peux pas compétitionner pour cette période de temps-là. Fait que tu perds, premièrement, tu t'as gagné, tu le perds. Ouais. Et deuxièmement, tu ne pourras pas compétitionner soit 2 ans ou 5 ans, dépendant de ce que le CPA dit. Là. Fait que je devrais le savoir, ça. On va puis le confirmer, ouais. Désolé que je ne le sais pas, parce que c'est une affaire que je devrais le savoir. Puis si moi, mettons, là, j'aurais fait le show puis j'aurais fini deuxième, tu vas-tu, exemple, me contacter, me dire Hey Pascal, finalement, tu as gagné? 100%, on va te contacter et te dire que tu as gagné. La seule affaire qui est déappointante là-dedans, c'est qu'on ne peut pas te donner de trophée sur stage, c'est tout ça. Parce que en réalité, tu as gagné, l'autre gars, il a triché. Ouais. C'est ça qui est pas le fun dans notre job de faire ça. T'sais. Fait que là, mettons, lui qui a triché, il faut qu'il te renvoie les trophées puis tout, ou? Bon, oui. Mais S'il y a de l'argent, ben, t'as un show comme le mien, il n'y a pas d'argent que tu gagnes, là, mais il faut que tu vois le trophée et tout ça, oui. Effectivement. Ça m'a fait penser à une question. Je ne sais pas si tu es capable de me répondre, là. J'avais déjà entendu que si tu veux, dans les compétitions amateurs, tu ne pouvais pas recevoir un prix en argent. Fait que là, on parle d'un chèque ou d'un cash à cause du fait que justement, c'est une compétition amateur. Tu peux recevoir mettons, un prix d'un sponsor. Fait que tu aurais un Oui. sac de gym qui a une valeur de X, mais jamais un montant. Parce que tu sais, c'est quelque chose que moi, à chaque fois que je parle de bodybuilding avec que ce soit de la famille ou du monde dans la rue, ils me disent Ouais, tu fais-tu de l'argent avec ça? Ah non, Ouais. on ne fait pas de l'argent. Fait que tu sais, pourquoi, dans le fond, tu pourrais nous dire là? Pourquoi qu'ils ne font pas d'argent? Ben, c'est parce que c'est amateur. C'est ça. De prix en cash pour ça. Quand tu arrives à l'Olympia ou quelque chose comme ça, là, tu fais des gros montants. C'est assez des gros montants. Mais tu n'as pas de cash prize. Il y en a déjà eu dans d'autres organisations. Là, le WNSO, il faisait, il donnait des prix d'argent des fois quand c'était un sponsor qui donnait, mettons, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça d'un championnat régional amateur. À Montréal, je n'ai pas vu ça à date encore. Dans les dernières années, en tout cas. Mais c'est pas à cause. Moi, j'avais entendu dire que c'était comme un genre de règlement, que tu ne pouvais pas en recevoir. Fait que forcément, c'est pas ça, c'est pas le cas si tu dis que tu en as déjà vu. Mais écoute, c'est un règlement de ne pas donner de l'argent, mais comme je te dis, avec le CPA, je n'ai pas vu encore qu'ils donnent de l'argent à un championnat amateur. Ouais, non. Je n'ai pas vu ça encore. Une règle non écrite, si on veut. Encore, je n'ai pas vu ce règlement-là. OK. J'ai pas vu ce règlement-là avec le CPA, mais j'imagine que c'est ça. Ouais. Mais les prix, ça arrive-tu souvent que c'est les sponsors qui disent Ah, ben, je vais offrir un 500 de supplément ou. Ouais, c'est ça. Comme un exemple, moi, j'ai un commanditaire cette année, GSX Supplements, qui est un des commanditaires, qui veut donner un sac à, je ne sais pas, une valeur de 250 à 3 catégories, les premières places. Là, fait que ça c'est qu'est-ce qu'on négocie avec les commanditaires. Il y en a bien des commanditaires qui veulent, comme il y en a qui vont dire, ça va te coûter 2000$, mettons, être commanditaire pour un événement. Moi, dans mon cas, j'aime mieux avoir un commanditaire me dire hey, on va te donner des suppléments plutôt que de l'argent, parce que moi, je veux le donner à l'athlète. J'aime mieux donner quelque chose à l'athlète qu'avoir de 2000$. L'athlète mérite des affaires. Ça coûte assez cher d'entrer dans un show que tu veux redonner à l'athlète. Ouais. Fait que, mais ça, puis les compagnies, ils aiment mieux faire ça que donner de l'argent. Parce qu'ils veulent que leur produit soit vu par tout le monde. Que les athlètes les essayent. Puis, fait que c'est ça. C'est pour ça que les suppléments, c'est ça que tu vois la plupart du temps dans des shows. Tu vois des sacs, tout le monde a des sacs.
tout ça. Ben, c'est le fun aussi en tant qu'athlète, là, au nombre de temps qu'on passe pour préparer pour ça, puis tout l'argent qu'on met, juste un petit sac cadeau, même si c'est pas beaucoup, peut-être pour nous, ça vaut beaucoup, là, c'est de la reconnaissance. Ça, puis aussi, les compagnies aussi, qui voient du monde sur le stage, les compétiteurs. Puis des fois, j'ai remarqué dans ma carrière que c'est pas nécessairement le gagnant qui, ils vont offrir un gagnant, mettons, un sponsorship de supplément pour un an ou quelque chose de même. Mais j'ai déjà vu que c'est pas seulement le gagnant, ils vont approcher quelqu'un qui a de l'air intéressant, qui a un look qu'ils veulent avoir, tout ça, j'ai déjà vu ça. Fait que ça, avec, c'est des bons, ils peuvent avoir un contrat, comme j'ai quelqu'un qui a compétitionné dans mon show, lui, c'est quoi le nom de la compagnie? Jérémy Lévesque, il était sponsoré par, comment ça s'appelle la compagnie? Perfect Sport, je pense. Perfect Sport, c'est ça. Puis, tu vois, fait que c'est une personne qui a eu une commandite d'une compagnie. Même, je pense qu'il y a un temps, il était représentant pour eux autres aussi. Il est devenu représentant pour cette compagnie-là. Fait que, tu sais, All Max, il y a quelqu'un que j'ai vu sur Facebook l'autre jour qui était sponsorisé par eux autres, puis il a compétitionné une fois. Fait que, tu sais jamais quel look que les compagnies veulent regarder pour, tu sais. Ouais. Il y a des prix, là, sûrement qu'il y en a qui ne savent même pas ça, c'est pour ça que je veux l'apporter, là. Dans certaines compétitions, des fois, il va y avoir des prix différents. On a déjà vu comme moi, ça a été mon cas, j'ai gagné des prix de meilleur poseur, il va y avoir des prix particuliers. C'est-tu quelque chose que tu incorpores dans ton show? Ou? Oui. J'ai le meilleur coach. OK. J'ai aussi le meilleur poseur. Puis ça, le meilleur poseur, c'est tous les juges qui décident quel qui est le meilleur poseur. Ils regardent les scores, puis après ça, ils regardent la performance que la personne a faite. Puis c'est choisi entre les juges pour le best poser. Puis que je m'en allais avec ça. Excusez-moi, les gars. Ouais, on avait le meilleur coach aussi. Le meilleur coach, ça, c'est un système de pointage. Que l'accumulation des gagnants, puis tout ça, les pointages, le nombre d'athlètes par show, puis c'est pas nécessairement, tu sais, le gars, mettons qu'il y en a qui m'ont dit une fois, un tel t'a amené 20 athlètes, c'est pour ça qu'il y a eu, ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport avec si le coach l'a mérité, avec le pointage, puis tout ça. Okay. De tous les événements que le coach a amené les athlètes à. Ouais. Fait que c'est pas un coach en tel parce qu'il a amené 20 athlètes, là, puis il va gagner le coach du show, tu sais. C'est comment ces athlètes ils font. Fait que c'est exemple, moi j'ai 5 athlètes, puis les 5 qui gagnent, sûrement que ça va peser dans la balance pour ça. Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est cool aussi, là. Ben oui, c'est une reconnaissance pour les coachs avec. Ouais. Puis, écoute, c'est pas que vos compétiteurs qui compétitionnent, c'est le coach qui compétitionne avec. Ah oui, ah oui. Fait que c'est bon. Je suis content qu'ils font ça, tu sais. Ouais. Ah non, c'est super ça. Finalement, on a-tu trouvé si c'était le 2 ans ou 5 ans ou? Bon, c'est même pas sur la page. C'est pas sur leur page web. Fait que... on va les appeler. Puis je vais faire un post là-dessus parce que moi, avec c'est une affaire que je devrais savoir et dire à mes compétiteurs aussi. Là. Ah, ben des fois, c'est toujours bon, tu sais, que tu parles de la sanction. Fait quelqu'un qui penserait à vouloir être triché, mais là, il voit ça, il dit shit, finalement, ça ne vaut pas la peine, tu sais. Ben, moi, je dis que ça ne vaut pas la peine de prendre, tu sais, de compétitionner dans un show. Puis si tu compétitionnes, tu es sur le stock, puis tu embarques dans un show naturel, moi, je le ferai pas. Non. En parlant de ça, il y a une question qui me vient en tête. Tu sais, avec il y a les SARMs ces temps-ci qui sont vraiment populaires. Puis, je sais pas, avec les tests, c'est bien détecté, mais il y en a qui essayent de prendre des SARMs puis essayer de passer dans les shows naturels parce qu'ils disent « Ah, c'est pas des stéroïdes, blablabla. » On les teste, les SARMs. Qu'est-ce qui est arrivé de peut-être quand j'ai commencé avec le CPA, le SARMs voulait être commanditaire pour des shows. Puis, au commencement, il avait dit oui, mais après ça, à cause du gouvernement, ils ont vérifié avec le gouvernement et tout ça, puis ils ont dit non, on ne prendra pas SARMs comme commanditaire. Puis dans les shows naturels, on teste pour SARMs. Fait que soyez au courant parce que si vous faites pogner, vous avez pris des SARMs, vous vous faites tester, ben c'est ça qui va arriver.
C'est la même sanction, que ce soit des SARMs ou des produits comme des stéroïdes. Là. Un test positif, tu as un test positif. C'est ça. Ah, c'est parfait, ça. Et tu vois la différence. Si tu regardes un show comme le mien ou un show naturel, puis tu regardes un show open, si tu regardes les culturistes, tu vas voir une différence. Je veux dire, tu es censé voir une différence. mais s'ils veulent faire ça, ils le font. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. C'est ça. Moi, j'ai tout le temps été un promoteur d'un show naturel. J'ai tout le temps été dans une organisation qui est naturelle. Puis, je ne changerai pas. C'est ça que j'aime. Je veux que le monde travaille. Je ne dis pas que les deux travaillent fort, là, parce que tu prennes des stéroïdes, tu n'en prennes pas, il faut que tu travailles fort, là, pareil, pour te rendre. Ouais. C'est juste que moi, j'aime mieux une compétition naturelle. C'est comment? Les SARMs sont beaux. Oh, les SARMs, c'est ça. Sur le WADA, les SARMs sont même sur des... Dessus, c'est ça. L'éthique canadienne des sports aussi, ils testent pour ça aussi. C'est bon, ça. Puis ça me fait penser quand je faisais le détecteur de mensonges, puis j'ai déjà eu du monde qui m'ont dit quand je le faisais en avant d'eux autres, le détecteur de mensonges, ils me disaient hey, c'est-tu correct? J'ai pris du pot, j'ai fumé du pot cet été, tu sais, des affaires avant. Ils s'ouvraient avant que je fasse le test. Tu sais. Ouais. Dans le temps, avec le WNSO, on faisait du détecteur de mensonges, puis on faisait aussi ce qu'ils appelaient dans le temps un physics screening panel. Ça, c'était comme si tu rentrais dans la chambre, on avait un panel de peut-être quatre juges, puis on regardait le physique de la personne. La personne signait un papier comme quoi on regardait le physique. Si on pensait qu'il était sur quelque chose, on les renvoyait chez eux. C'était pas tout populaire. Je pense que Larry vous nous donne... Oui, c'est ça, ça y est arrivé. Il dit, toi, t'es ben trop cut, c'est sûr que t'es pas naturel. Je pense qu'il avait dit ça à Larry. Oui, puis il vous expliquait le reste de l'histoire, comme quoi ce que... j'ai dit, si lui n'est pas capable de compétitionner, mais les autres non plus, tu sais. Larry a compétitionné, puis éventuellement, l'année d'après, je pense, l'année d'après ça, il a gagné son championnat du monde. Mais à 1h du matin, c'était un peu tard, là, mais quand tu es en train de garder tes yeux ouverts à 1h du matin. Il a gagné pareil, il a mérité, puis il a fait une très belle job. C'est fou, ça. Je suis curieux, une affaire qu'on n'a pas touché par rapport à la WNSO, là. Ça a été quoi, si tu veux, le span, là, mettons, l'année que c'est parti versus quand ça l'a arrêté, pour situer? 2010, puis ça finit à peu près en 2007. Ça fait que ça a commencé, mettons, en 92, puis ça a été jusqu'en 2007, à peu près. 2007-2008, là, tu sais. Moi, j'ai parti en 2007-2008, dans cette année-là. Là. Mais c'était, vous parliez de jugement, eux autres, ils comptaient la routine du bodybuilder. Mettons, la routine dans le était score. Dans le score. Nice. Puis les autres, ils ne comptent pas le score de la routine. Fait que ça, c'est une affaire qu'ils faisaient aussi. Tu sais. Puis même dans la routine aussi, c'était la manière que la personne. C'est pour ça que la RBB n'avait pas ça, c'était la manière que la personne était habillée. Tu sais, il y avait des. Tu sais, mettons, un gars était habillé en pompier, puis il enlevait son sou de pompier. C'était tout calculé, puis c'était tout les feuilles de juge étaient écœurantes de voir ça. Là. C'était tout un. Puis après ça, tu mettais ça, les données d'un ordinateur, puis c'est l'ordinateur qui te donnait le résultat final. Tu sais. Fait qu'il n'y avait pas moyen de. Tu ne vas pas changer tes scores, rien. Tu peux. De toute façon, on ne les change pas. Là, tu sais. C'est fait par 4 ou 5 juges. Là. C'est tout ça. Les jugements, les juges, ça devrait tout le temps être un chiffre impair. Fait que ça peut être 3 juges, 5 juges, 7 juges. Ça ne devrait pas être 4, 6, 8. Vous comprenez pourquoi, hein? Parce que si c'est un chiffre impair, il faut que ça soit tout le temps impair, le nombre de juges. Fait que dans le fond, c'est parce que ça va être mieux à trancher le score, si tu veux. C'est ça, exactement. Si vous remarquez, vous regardez au show, d'habitude, il y a 5 juges, 7 juges. C'est rare que tu vas avoir un chiffre pair. C'est tout le temps mieux d'avoir un chiffre impair de juges. Ouais. Tu sais, tu parlais des routines là, avec les kits. Ça avait suivi ça dans la UFE, hein? Oui, il y a eu... Oui, Muscle Mania encore, je pense. Muscle Mania avec. Ces organisations-là, ils font, comment je dirais ça, c'est un show avec eux. Tout est calculé, la manière que tu t'habilles, la manière de ta présentation de ta routine avec
comme on appelle ça en anglais, des props, là, mais tu peux avoir un arche. Je me rappelle un show, il y a un gars, il avait comme une épée, puis il se faisait aller l'épée, puis l'échapper, parce que ça emmenait vers les juges. C'est bon. Tu bouges vite, là, tu sais. Il y a des Aïe, aïe. eu comme juge, je peux même pas parler sur vidéo parce que c'est comique, puis il y en a qui c'est. En tout cas, on s'en parlera tout seul quand on se verra, là, mais Ah je l'ai oui. vu. Ah ouais. Ah, ouais. Ben, je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner un Ouais, exemple. une popée, mettons. Ben, pas X-rated, on va dire. Là. Écoute, il y avait une fille que son coach il avait dit, il faut que tu prennes du vin avant d'embarquer sur le stage. OK? Puis, tu sais, tu marches à 3X ou 4X ou whatever sur le stage. Mais elle avait appris assez de vin je pense qu'elle marchait à 20 X, qui n'était pas là, mais elle marchait tout comme ça. Fait que ça, c'est un exemple. Puis j'ai déjà vu quelqu'un tomber en bas du stage. J'ai déjà vu un culturiste sauter sur la table des juges pour faire son Shit. routine, mais la table a cassé en deux. Oh shit. Ça, c'est pas peu pareil. Ça, c'est des affaires que tu vois, là, puis tu te demandes, wow, OK, le gars, il saute sur la table des juges. C'est une bonne impression pour les juges quand elle casse. Puis ça, c'était au niveau amateur, là, c'est pas au niveau pro, là. C'était pas au niveau pro. Dans le WNSO, là, c'était comme, comment je dirais ça, anything goes. Là, c'était comme, quand tu faisais ta routine, il descendait en bas, là, il allait dans les allées des spectateurs, puis il faisait des pauses, tout. Là, comme les guest posers font des fois, ils descendent. Et les autres, ils faisaient ça. Non, ouais. Puis, ils essayaient de faire la routine le plus originale possible. Ouais. Puis, mais les points comptaient pour si ta routine était originale, c'était différent de quelqu'un d'autre. Là, je me rappelle, il y en a qui étaient à pied en Transformer, puis il enlevait son sou, puis après ça, il faisait sa routine. Mais il y en a une, Missy Truscott, je pense, qui a fait ça En fitness, ouais. En fitness, ouais. Ben, Missy Truscott, elle a compétitionnait dans, je ne me trompe pas, dans WNSO, Fame, puis tout ça dans le temps. Okay. Puis là, elle est rendue dans la RPB, puis elle s'en va loin. Là. Elle est rendue Miss Olympia, ouais. Miss Olympia, là, tu sais. Ah ouais. C'est bon pour ça. Il y en a bien qui ont fait la transition de WNSO. Ben, gars, il y a bien du monde qui était dans le WNSO, c'est tous des coachs aujourd'hui. Ouais. Tu regardes, je ne sais pas si tu connais Chris Gurlian. Ouais. Lui, il n'était pas là, mais Larry était là. Puis, il y en a bien. Dickens Lambert, il est coach. Puis une autre affaire qui est arrivée avec le WNSO quand ça tombé en morceaux, ben, il y a un des gars, il est parti du UFI. Il y a un des gars qui a été impliqué dans l'IDFA. Il y a des gars qui ont fait, je sais quoi, d'organisation il disait qu'il était 100% naturel. Physique Canada, oui, Physique Canada. Il disait qu'il était 100% naturel. Ça, c'est une autre affaire. Comment tu testes le monde off-season? Ça, tu vas-tu prendre l'avion, t'en aller au Nouveau-Brunswick pour tester la personne off-season? Hey, j'arrive en ville, je veux te tester aujourd'hui. Ça, c'est dur de faire ça off-season testing. Ouais. C'est coûteux, comme tu l'as dit. Là. Ça devient de l'organisation plus des sous. Là. Hors saison, là, c'est très cher. Là. Comme je t'ai dit, imagine, il faut que tu prennes l'avion pour aller tester la. J'ai déjà fait une fois, je ne nommerai pas l'athlète, il est des maritimes. Puis je l'ai appelé. J'ai dit, on s'en vient, on va faire un test d'antidopage au hasard demain. Ah, je ne compétitionne plus avec vous autres. Fait que c'est pas si facile de faire ça. Moi, j'aimerais ça être capable de faire de l'antidopage pendant l'année, mais je pense pas qu'il y ait une organisation qui est capable. C'est pour ça que c'est tellement cher. C'est à cause de ça. Puis, en tout cas, les tests, les shows naturels, j'aime bien ça, mais on teste au show, c'est le même que c'est, puis on ne peut pas le changer. Il y a une dernière chose, moi, que j'aimerais savoir. Si tu veux, on l'a vu pour quelques compétitions, là, le streaming, est-ce que c'est quelque chose qui va être envisagé? Vous allez voir comment que ça se développe. Là. Le screening? Le streaming, là, dans le fond, les live streams qu'ils appellent. Là. Je pense que le streaming, ça aussi, ça dépend du théâtre que tu fais l'événement dedans. Fait que si tu as un théâtre comme si tu une école, si tu fais ton show dans une école secondaire, puis ils n'ont pas de Wi-Fi, ben là, tu peux pas faire du streaming, il y a ça. L'autre chose,
je pense que les compétiteurs et compétitrices, il y a mieux avoir quelqu'un d'un spectateur qu'avoir, avoir. Parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a bien du monde, si un live stream, ils n'iront pas au show. Puis les athlètes, il manque ça, pas avoir quelqu'un présent live dans la place. Moi, je l'ai vécu aussi. J'ai eu compétition au mois d'octobre, puis il y avait 0 personne dans la salle. Fait que c'était bizarre à comparer d'avoir une salle remplie de gens qui t'acclament et qui t'encouragent aussi. Mais tu fais comme au hockey, comme les Canadiens, quand ils jouent, il n'y a personne dans les estrades, mais ils font un son de monde qui sont là, tu sais. Ça ne marche pas, tu ne peux pas faire ça. Non. Le hockey, c'est différent de notre sport, là, mais moi, je trouve que quand tu as du monde là, ça... Puis il y a une affaire qui arrive au Québec comparé à ailleurs, que j'ai remarqué dans toutes les places que j'ai été jugé, c'est qu'au Québec, on est différent. Si, mettons, toi, tu compétitionnes, Anthony, tu vas, mon oncle, ma tante, ton père, ta mère, le voisin, tout le monde vient. Tu peux avoir 15-20 personnes. J'ai des fois des appels, le monde, il va l'acheter. Je vais avoir 25 billets. 5 billets. Oui, parce que mon père, ma mère, tout le monde vient. Mon oncle, ma tante, tout le monde vient. Fait que c'est le fun de voir ça, que tout le monde vient encourager la personne dans leur famille qui compétitionne. Puis sur stage, moi, j'aime assez ça, voir le monde compétitionner. Il y en a que tu vois qui sont nerveux, mais tu vois qu'ils ont du fun. Puis backstage, là, vous autres, vous le savez, vous avez été backstage, c'est un complètement différent environnement qu'il y a d'un spectateur. Tout ça, je trouve que le monde, ils sont pas... surtout dans mes shows, là, le monde sait tout. Un l'autre, ils se parlent, ils jokent ensemble. Il n'y a pas... ils disent rien de mal contre l'autre personne que j'ai vu à date. Là, fait que l'environnement est bon backstage avec les athlètes et tout ça, puis les coachs. Je pense que tout ça va être comme ça à cause des réseaux sociaux, tu sais. Fait qu'exemple, je sais que toi, tu le fais beaucoup, Mike. Mettons que moi, je me préparais pour ta compétition, puis là, je mets un story, je dis, je me prépare pour le Mike Clément. Fait que là, toi, tu vas le partager. Fait que tout le monde un peu peut savoir c'est qui les compétiteurs, ils peuvent commencer à leur parler. Fait que ils tissent des liens, ils sont quasiment amis, ils se voient au show, c'est le fun. Versus, tu remontes le 10 ans, tu ne savais pas pantoute qui c'est qu'elle allait être dans la même catégorie que toi, au même show. Fait que tu arrivais là, puis c'est tous des inconnus, tu sais. Fait qu'à cette heure, tout le monde se connaît un peu. Là. Ben, même dans le temps quand je faisais la promotion des shows dans les années 80, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais rien. Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Tu imprimes un poster, puis tu allais dans chaque gym du Québec, puis il fallait te mettre, ou tu l'envoyais par la poste. Là, à cette heure, tu as réseaux sociaux, tu as Facebook, Instagram, tu as tout. Puis même moi, j'ai deux Instagram. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais c'est moi qui s'occupe de Québec Muscle. OK. Fait que, puis j'ai ma page à moi aussi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que du monde m'envoie des photos d'eux autres pour Québec Muscle pour mettre dessus. Tu sais, un athlète du Québec compétitionne dans le CPA, envoie ta photo, envoie ton nom en message privé sur Québec Muscle, puis je m'en le mets. Tu sais, il n'y a rien que je veux plus, c'est de mettre les athlètes du Québec sur ce site-là. Puis même ceux qui vont compétitionner dans mon show, envoie-moi-les, je vais le mettre sur Story. Tu sais, ça, c'est le numéro 1 avec moi pour faire la promotion des athlètes. Puis au Québec encore, ça, c'est une autre affaire, j'ai remarqué. Pas parce que je viens du Québec, mais n'importe où dans le monde où j'ai été, qu'il y avait des athlètes du Québec. Les athlètes du Québec se portent tout le temps bien. Ils ont un look, ils ont des physiques. On dirait que, regarde, tu peux le voir, tu regardes les shows internationaux. Les coachs du Québec, les athlètes, ils se portent bien dans les shows. Ouais. J'ai eu une fille, moi, Maya Gordon, a compétitionné dans mon show. Puis après ça, elle a fait le Ben Weider, puis elle a qualifié pour l'Olympia. Fait que, les athlètes du Québec se promènent, puis il y en a beaucoup qui ont beaucoup de succès. Je ne sais pas ce que c'est. C'est-tu quelque chose qu'on a dans les Québécois qu'on développe mieux? Je sais pas, mais c'est le sirop d'érable. Hein? C'est le sirop d'érable. Le sirop d'érable, oui. Le sirop d'érable, ouais, c'est peut-être ça. Mais ça, c'est vrai que je vous dis, là, les athlètes du Québec se portent bien partout dans le monde. J'ai vu beaucoup des athlètes du Québec gagner des gros championnats, puis je suis fier de ça, de voir ça. On va continuer de même. Ben oui.
Sur ça, ça conclut bien. On ne veut pas te retenir trop longtemps non plus, là. Fait que, premièrement, merci d'être venu sur notre show, Mike, vraiment. Merci. Merci de m'avoir invité. J'ai bien aimé ça, être sur votre show. C'est très, très généreux de ton temps. Puis c'est sûr qu'on va venir te voir au show en septembre. On a des petits projets, Tony puis moi, on travaille là-dessus. Là. Je sais qu'il y a bien des étapes à faire, mais on aimerait ça un petit peu couvrir les shows, tu sais. Venir un petit peu faire des entrevues, un petit peu de vidéos, des photos. Fait que c'est sûr que là, il faut qu'on parle un petit peu avec Zoom. Là, SPS, c'est sûr que ça ne fait pas de conflit, mais on travaille là-dessus. Là. On aimerait s'organiser quelque chose. Tu parles à Zoom, à Judy, puis... Oui. Ben, c'est qu'on avait parlé avec Myriam la dernière fois qu'on l'avait eu sur le show avec Mimi. Oui. Puis elle était bien intéressée. Fait que là, c'était juste qu'on était rendu à l'étape. Elle est intéressée, puis même m'a mentionné aux ceux qui sont au pouvoir. Puis on va voir que je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème pour faire ça. Parce que je trouve que c'est une affaire qui peut-être qui manque au Québec, en français aussi. Ouais. C'est même je suis plus anglophone, là, mais il manque ça au Québec. On a besoin c'est-tu le bon mot, de la couverture des shows pour voir. Oui, mais les médias. Puis quand j'ai vu que vous autres, vous faisiez ce show-là, j'ai dit, hey, c'est une bonne idée. Ça fait longtemps que quelqu'un aurait dû faire ça. Tu sais. Ouais. Et ça serait bon, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Là, tu sais. Tu peux interviewer des athlètes tu sais, du Québec et tout ça. C'est une maudite bonne idée. Ah, c'est ça que Tony et moi, on s'est dit. On dit là, il n'y a personne qui le fait. On a toute cette idée-là. Fait qu'il faut foncer. Là, on a eu comme le COVID dans les jambes un peu. mais que ce soit tout fini, là, on va être prête. Là. Ouais, la COVID, ça a frappé bien raide. Puis, je vois comment dur que c'est pour moi organiser un championnat. Mais je m'imagine, je le sais, que c'est pour un athlète se préparer pour un show. Puis là, tu arrives, puis tu cancelles le show, puis le gars, tu sais. Mais ça a été, c'est une fois dans 100 ans que ça arrive, que la COVID, puis c'est hors de notre contrôle. Mm-hmm. Moi, m'a dit juste de même vite, l'année passée, mon show, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on était pour le faire. On était pour le faire sans spectateurs, pas de spectateurs du tout, 10 spectateurs, whatever ce qu'il voulait, le gouvernement l'aurait fait. Mais à la fin de tout, qu'est-ce qui nous a arrêtés? C'était notre assurance. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'assurance disait que... Parce que quand tu fais un show, il faut que tu aies une assurance. Parce que si quelqu'un se blesse ou n'importe quoi. Fait que l'assurance nous a dit, écoute, si tu fais ton show, quelqu'un pogne la COVID, il revient, on ne te couvre pas. Fait qu'à la fin de tout, c'est l'assurance qui nous a mis... Puis après ça, l'assurance, puis après ça, le théâtre ne pouvait pas l'ouvrir à cause des lois du gouvernement. Mais moi, vous dire une affaire, on a essayé toutes les options pour le faire. Tout. Même je voulais le faire encore chez nous. Non, on a tout essayé. Puis ça nous a cassé le cœur de l'arrêter. C'est la première fois dans ma carrière que je l'arrêtais. Je n'étais pas capable de faire un show. Ouais. Mais cette année, on se reprend. Puis 2021, elle va être pas pire. Ouais. Puis j'espère que vous allez être là. Ah bon, on aimerait bien ça. On a où ça roule. Si c'est possible, on va toutes les faire. Fait que, on espère bien ça. Cool. Right. Fait que sur ce, merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Salut.